Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV. Alors un rendez-vous un petit peu spécial aujourd'hui qu'on va vous proposer. Un 01 Live dédié à l'innovation à la française. C'est vrai qu'on adore les startups ici à 01net TV. On en suit régulièrement. Si vous êtes un fidèle de ce qu'on fait, vous le savez. Et aujourd'hui, on va se focaliser en fait sur plusieurs grosses sociétés. Une énorme qui s'appelle Engie, puisque nous sommes ici au village du Crédit Agricole, en plein cœur de Paris, en fait, qui est un incubateur de startups. Et on va en parler parce que, Jérôme, il y a plein de choses à dire concernant l'innovation à la française. Oui, vous savez qu'en ce moment, le gouvernement vient de présenter son plan pour le numérique en France. Ça tombe bien. Les startups et le développement du numérique, on ne parle que de ça. Donc on avait envie de voir un petit peu comment ça se passe derrière, dans l'envers du décor, du côté de ceux qui créent l'innovation. Et tu l'as dit, le village, c'est à Paris que ça se passe, en plein cœur de Paris, à 2 pas de l'Elysée, etc., juste à côté. Et c'est là que naissent des tas d'entreprises qui, d'une part, seront sans doute connues demain et puis surtout seront utiles parce qu'elles vont nous apporter plein de choses. Avec nos invités, pour commencer, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jean-Louis Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en quelque sorte directeur de l'innovation chez Engie. Alors vous allez nous expliquer un peu comment Engie investit dans l'innovation, pousse des projets, même à l'intérieur de votre entreprise en fait, qui est une très très grande entreprise, on va y revenir. Et puis nous avons aussi avec nous Christophe Fourtet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs d'une boîte dont tout le monde parle en ce moment, Jérôme. Il s'agit de Sigfox. Et vous allez nous expliquer ce qu'est Sigfox. Simplement pour vous dire en quelques secondes, c'est un peu un réseau pour les objets connectés. C'est passionnant. Et en plus, c'est complètement français. Vous êtes dans le sud-ouest, hein, c'est ça, oui, à Toulouse. Voilà. On va découvrir Sigfox dans un instant. Jean-Louis Blanc, pour débuter, donc, voilà, Engie qui investit énormément dans l'innovation. Pourquoi ? Alors Engie, c'est le nouveau nom de GDF Suez. Engie vit une transformation très importante parce que le monde qui nous entoure, le monde de l'énergie, est en plein bouleversement. Avec beaucoup d'énergie décarbonée, avec une énergie qui se décentralise, avec une gestion de l'énergie qui se digitalise progressivement. Donc c'est toute une série de métiers traditionnels qui sont remis en cause. Et Engie a pris le taureau par les cornes, a créé une structure dédiée à l'innovation et aux nouveaux métiers. Et ce que vous voyez aujourd'hui est un premier résultat de cette nouvelle activité pour Engie. Alors Engie a toujours innové, mais disons qu'aujourd'hui c'est une priorité dans la transformation du groupe. Parce que maintenant vous investissez dans des sociétés innovantes. Si Sigfox est là, il y a une raison. Vous avez investi dans Sigfox, tout comme Samsung qui a annoncé ça il y a quelques jours. C'est aussi inciter les salariés de votre entreprise à créer des projets. Et vous lancez aussi des appels à projets. Là c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que vous investissez dans l'hôpital du futur, dans les rues connectées, etc. Même dans les drones. On en parlera tout à l'heure, c'est ça ? Oui, vous savez, aujourd'hui, l'innovation, il n'y a plus personne n'a le monopole de l'innovation. L'innovation, elle est partout. Et elle est surtout dans la combinaison des talents, c'est-à-dire qu'elle est surtout dans le partenariat. Donc, nous avons décidé d'abord de stimuler l'innovation en interne, c'est-à-dire de sortir nos collaborateurs un peu du confort d'un métier déjà connu pour les inciter à innover. Et on leur donne toutes les conditions pour les mettre en situation d'innover. C'est-à-dire qu'on les place, par exemple, dans des incubateurs comme celui-ci. Ici, nous avons 3 équipes aujourd'hui qui travaillent, qui sont là pour 6 mois ou 1 an pour créer des produits nouveaux. Alors, ça, c'est l'interne. Oui, et donc vous tournez également vers l'extérieur. Alors, on tourne également vers l'extérieur. On tourne d'abord vers l'extérieur en nouant des partenariats avec des incubateurs extérieurs, c'est-à-dire que là où travaillent d'autres startups, de façon à lancer avec eux des appels à projets pour voir s'il y a des idées dans les domaines qui nous concernent. Et puis, nous avons créé un fonds d'investissement qui est doté de 100 millions d'euros, qui s'appelle Engie New Ventures et qui a commencé ses premiers investissements dans des startups externes. Alors c'est un fonds qui est particulier parce que c'est pas que du venture capital, c'est-à-dire c'est pas que du capital, c'est du capital et de l'accompagnement commercial. C'est-à-dire qu'on a l'intention d'être le partenaire un peu stratégique des startups dans lesquelles on investit, tout en leur laissant la totale liberté d'entreprendre, qui est leur qualité première, mais de les accompagner dans leur développement. Il faut que le fait que nous investissions à leur côté soit pour eux, pas seulement un appui financier, mais surtout un appui de co-développement. Mais il faut que ce soit des projets qui soient liés à l'énergie ou pas du tout ? Alors nous investissons dans 4 domaines principaux. C'est tout autour de l'énergie, mais au sens large. C'est-à-dire que le premier domaine, c'est tout ce qui est gestion digitale de l'énergie. Vous savez, aujourd'hui, on va gérer ça beaucoup mieux, beaucoup plus précisément avec gestion digitale de l'énergie. Le deuxième, c'est tout ce qui est énergie décarbonée. Donc tous les modes de production d'énergie sans matières fossiles, donc décarbonée. Et le stockage qui va avec, parce que comme ces moyens sont la plupart du temps intermittents, il faut du stockage. Donc ça, c'est un deuxième domaine, énergie décarbonée et stockage. Donc des batteries, des choses comme ça. Exactement, absolument. Ouais. Le troisième domaine,
qui vraiment est celui de Sigfox, c'est celui de la maison, des objets connectés, de l'efficacité énergétique appliquée vraiment au bâtiment, au tertiaire. Et grâce aux technologies nouvelles d'objets connectés, on pourra beaucoup mieux réguler tout ça. Et puis le quatrième domaine, c'est la ville. La ville et la mobilité dans la ville, la mobilité décarbonée. Smart City, absolument. Smart City, Donc il y a quatre grands domaines, mais qui sont des domaines très larges, qui sont des domaines où il y a un foisonnement d'innovation actuellement extraordinaire partout dans le monde, et dont nous cherchons, dans chacun de ces domaines, à rentrer en contact avec les bons endroits. Et Jean-Louis Blanc, on sent que Engie est en train d'être en pleine mutation. Vous allez créer de nouveaux métiers, non ? Tout à fait, c'est le but. La feuille de route, c'est innovation et nouveaux métiers. C'est-à-dire c'est bien pour progressivement remplacer... Alors les métiers anciens existeront toujours, c'est-à-dire les métiers de production centralisée d'énergie, mais le mix énergétique va vers quelque chose de beaucoup plus composite, enfin un ensemble beaucoup plus composite de sources d'énergie et de modes de production et de modes de gestion de l'énergie pour lequel il faut absolument qu'on se positionne. Quel est le projet le plus insolite que vous ayez ici dans cet incubateur, ou votre chouchou ? Mon chouchou... Écoutez, je sais pas, c'est difficile à dire parce que pour l'instant, non, ils sont pas encore, ils sont en phase d'incubation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un qui est sorti. Ils sont en gestation, voilà ça. Donc je pense qu'il faut pas, non, ils sont tous très bons. En tout cas, c'est très, en tout cas, on les stimule parce que c'est quand même pour nos collaborateurs qui choisissent cette voie, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur confort, si je puis dire, quotidien, ils se mettent à risque, c'est-à-dire qu'ils prennent un projet en main et ils doivent répondre tous les mois, tous les 3 mois des progrès qu'ils accomplissent et puis au bout d'un an avoir des bouchées. Donc c'est quand même très, très stimulant et très, très exigeant. Alors donc, et donc là cette semaine c'est la semaine de l'innovation, voilà. Pas qu'en France, dans 22 pays. Voilà, donc pour célébrer un peu cette ambition nouvelle pour le groupe, nous avons décidé d'organiser cette semaine de l'innovation qui était une idée au début, au mois de janvier de cette année, et puis 22 pays. Dans 22 pays, il y a des filiales qui ont souhaité y participer. Et donc il y a aujourd'hui, pendant cette semaine, 130 événements dans le monde autour de l'innovation et autour d'Engie. Donc ici, nous avons ce matin organisé une conférence avec des maires remarquables sur la Smart City, enfin sur la ville du futur. Et voilà, tous les jours, il y a des conférences, des thèmes, etc. Et ceci dans le monde entier, donc dans 22 pays. Nous étions à Bucarest il y a 2 jours. Il y a eu des événements partout, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, beaucoup. Ouais. Et donc, vous investissez, voilà, vous devenez aussi un fonds d'investissement. Alors, nous avons créé un fonds d'investissement, tout à fait, oui. Nous avons créé un fonds d'investissement, comme je disais, qui s'appelle Energy New Business, qui investit dans des startups externes, des participations minoritaires, de façon à absolument préserver le dynamisme et l'expansion de la société, ouais. Pour la favoriser en investissant à ses côtés, et puis en mettant à sa disposition nos réseaux commerciaux, par exemple. En les mettant en contact avec nos clients, en les mettant envoyés. Donc c'est plus que de la finance pure, c'est vraiment du corporate venture capital, c'est-à-dire que c'est de la finance appliquée à nos métiers. Ouais. On dit souvent que justement le problème en France, c'est 1, le financement, 2, le passage du stade de start-up à celui d'entreprise, voilà. Et le marketing, donc la commercialisation. En fait, on se rend compte le premier argent est assez facile à trouver. Il y a des dispositifs d'incubation partout à Paris. Je crois qu'actuellement, il y a 1500 startups à Paris il y a de la concurrence, qui sont actives. Oui, tout à fait. Ouais. Donc le premier argent est facile. Ce qui est difficile, c'est une fois que la preuve du concept, de la viabilité du concept est faite, une fois que les premiers clients sont obtenus, c'est passer au stade de développement. Et c'est là que nous intervenons. Nous intervenons en deuxième phase. On ne fait pas d'amorçage, c'est-à-dire le premier argent qui, encore une fois... les start-upers débrouillards trouvent toujours. Mais dites-moi, Jean-Louis Blanc, qu'il faut dites-moi, vous avez quand même eu le nez très fin là avec Sigfox, parce que franchement là, c'est la semaine. Il est fan. Hein. Il faut dire qu'il est fan. Parce que ça fait une semaine qu'il me parle de Sigfox. Hein. Non, mais parce que je trouve ça vraiment génial comme idée. Et alors, vous allez nous expliquer le concept. Ouais. Hein, Sigfox, donc vous êtes l'un des cofondateurs de cette société qui est basée à Toulouse. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de procurer en fait un réseau le plus efficace possible. Un petit problème du micro, je vais vous donner un micro. Un autre micro. Voilà, ça fonctionne. On recommence. Oui, donc je disais qu'en fait le but premier de Sigfox, c'est vraiment de mettre à disposition, de monter et donc de mettre à disposition un réseau qui soit le plus efficace possible, avec une philosophie d'ailleurs de réseau qui est complètement différente des réseaux de télécom classiques. Peut-être éventuellement je rentrerai dans ce détail. Et le but donc c'est d'avoir un réseau pour des objets et non plus pour des téléphones. Des réseaux on en a. Oui, on a la 3G, on a la 2G, on a la 4G, on a le Wi-Fi, on a le Bluetooth. Vous, hop là, tout ça, ça n'existe pas. Vous créez un autre réseau. Pourquoi créer un autre réseau et pas utiliser ceux qui sont déjà existants ?
effectivement, il y a toujours ce bon vieux proverbe de dire qui peut le plus peut le moins. Donc effectivement, un réseau télécom classique, typiquement un réseau de téléphonie, on peut penser qu'il est capable de gérer quelques octets par-ci par-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai si on accepte des sacrifices sur le coût, des sacrifices sur la consommation. Et pour essayer de faire simple, je vais essayer de vous décrire ce que fait votre téléphone quand vous l'allumez ou quand vous voulez placer un appel. Quand vous l'allumez, il fait tout un tas de transactions avec le réseau parce qu'il faut qu'il se synchronise. En fait, les réseaux s'identifient, voilà. etc. Il faut qu'il négocie des choses. Il est aux ordres du réseau d'abord. C'est très bien, hein, ça a été conçu pour ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dès lors que vous voulez transmettre des petites quantités d'informations, en fait tout l'effort que vous déployez dans cette discipline va vous brûler votre énergie. Vous voulez un objet qui puisse durer des années, et en fait vous allez consommer 98% de votre énergie à vous connecter précisément. Donc lourdement. vous avez créé un réseau léger, national, qui très facilement va pouvoir connecter avec des petits objets qui vont être équipés d'une puce, c'est ça, et avec une autonomie qui sera beaucoup plus longue que si par exemple je mets une carte SIM ou du Wi-Fi ou du Bluetooth. Oui, c'est tout à fait ça. Alors déjà c'est un réseau qui se veut international, donc effectivement il est national aujourd'hui de facto en France, mais il est déjà aussi complètement déployé en Espagne, quasiment complètement déployé en Angleterre. Mais partout, même en pleine montagne, même dans des endroits reculés, alors, je peux brancher un appareil avec Sigfox. Il en est de toutes choses. On a toujours des limites, hein. Donc d'accord. Donc évidemment, je peux trouver une limite. C'est-à-dire que si vous mettez un modem 30 mètres sous terre en plein milieu d'une vallée dans la montagne, peut-être ça marchera pas. Ouais, bon là, Par il faut contre, vraiment que je le veuille, quoi. Voilà, il faut vraiment le vouloir. Par contre, effectivement, c'est un réseau qui a vocation non seulement de faire une couverture de population, mais également une couverture de territoire. Et c'est particulièrement important pour les objets, parce que les objets, finalement, vous ne savez pas trop leur devenir. Un téléphone est attaché à un utilisateur. Un objet, c'est plus compliqué. Mais quel est véritablement le bénéfice et l'avantage à la fois pour l'utilisateur ou pour les fabricants d'objets d'utiliser ce type de réseau plutôt que ce qui existe on a expliqué justement tout à l'heure qu'un téléphone, pour de très bonnes raisons, il est discipliné par le réseau. Sur ce type de réseau, vous n'avez plus de discipline sur l'objet. Vous avez un réseau qui est au service de l'objet. C'est-à-dire que l'objet, finalement, il ne se connecte pas. Alors là, je vais vous surprendre. En fait, l'objet ne se connecte pas. L'objet, quand il a quelque chose à dire, il le dit, charge au réseau d'être suffisamment fin, d'avoir une maille suffisamment fine pour récolter cette information, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, il va communiquer très peu. Voilà. Enfin, très peu souvent et très peu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va être quelques octets qui vont partir. Tout à fait. Qui vont dire oui, non, ouvert, fermé, enfin des choses comme Absolument. ça. C'est ça ? Absolument. Et donc, si on veut économiser cette batterie, il ne faut utiliser l'énergie que pour ces actions-là. Soit des actions où je veux remonter une information et immédiatement après cette remontée d'information, par exemple, je vais rester un petit peu en écoute pour voir si le réseau n'a pas quand même quelque chose à me dire et puis je m'éteins. Je m'éteins, véritablement. Et comment vous vous situez avec d'autres solutions telles que Z-Wave ou des choses comme ça ? Quelle différence Z-Wave donc, il y a Bouygues Télécom aussi qui va lancer un réseau concurrent, j'ai l'impression. Oui, il y a beaucoup de concurrence d'ailleurs, on a l'impression. Il va y avoir plein de réseaux pour tous les objets connectés. Mais ça prouve le côté stratégique en fait de cette technologie. Tout à fait, oui, absolument. Alors déjà aujourd'hui, il est admis effectivement un petit peu partout dans le monde que les réseaux cellulaires classiques ne vont pas suffire. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les réseaux cellulaires ne vont pas faire du M2M ou de l'Internet des objets, mais ils vont le faire pour les objets riches. Ce sera ce que fera par exemple le LTEM, qui va s'adresser aux objets relativement riches en communication. Mais effectivement, donc il y a une certaine concurrence. Alors nous, on a l'habitude de dire qu'on n'a toujours pas véritablement de concurrent, parce que le réseau de Bouygues serait peut-être plus proche d'un réseau type LTE. D'accord. Donc avec une capacité à servir des objets qui peuvent avoir une propension à des communications relativement riches. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un objet qui pourrait être connecté avec votre système qu'on pourrait avoir à la maison ? Parce que c'est que pour du B2B ou est-ce que ça sera aussi pour du B2C ? Non, c'est B2B, B2C. Non, il y a tous les modèles possibles, effectivement. Il y a un exemple ? Alors un exemple, par exemple un cadenas connecté. Alors connecté, virtuellement connecté, vous l'avez compris, mais connecté, c'est-à-dire que ce cadenas, il va communiquer s'il est ouvert, fermé. Tout simplement. Simplement. Moi, je recevrai à ce moment-là sur mon mobile une notification lorsque le cadenas de la cabane au fond du jardin, oui, c'est joli. C'est tout à fait ça. Pour rendre hommage à Francis Cabrel, s'ouvrira, je recevrai un SMS. Voilà. Même si c'est en pleine campagne. Même si c'est en pleine campagne, absolument. Et le cadenas aura une autonomie de combien ? On peut imaginer des cadenas qui aient des autonomies de 5 ans, 10 ans, typiquement.
C'est incroyable. Formidable. Pourquoi avoir investi? Alors, qu'est-ce que vous sentez Alors, évidemment, bon, on voit tout de suite l'importance de ce concept, mais pourquoi ça vous intéresse chez Engie? Ça nous a, la condition première d'un investissement pour nous dans une start-up, c'est déjà plus une start-up, c'est la qualité des hommes. Tout est là. Donc c'est un acte de foi dans les hommes qui sont là. Ça, c'est le premier critère qui est absolument incontournable. Le second, c'est que c'est bien dans nos domaines de l'Internet des objets, c'est-à-dire qu'on pense que la maison, l'énergie dans la maison, le fonctionnement de la maison, la chaleur dans la maison, etc., seront de plus en plus gérés à distance par des objets connectés, par des informations qui remonteront. Et pour cela, on a vraiment besoin de réseaux de communication qui nous dispensent de passer par les réseaux coûteux que nous utilisons pour les téléphones, etc. C'est ce qui nous a plu chez Sigfox. Puis ce qui nous a plu aussi chez Sigfox, c'est le fait que nous pouvions devenir également des partenaires de Sigfox. Par exemple, nous allons déployer Sigfox en Belgique. Donc c'est une de nos filiales qui prend la licence Sigfox et qui va l'appliquer sur le territoire belge. Voilà ce qui nous a attirés. On en attend beaucoup. Et nous sommes conscients. Grosse pression, et voilà. Grosse pression sur les épaules, hein, Christophe Fourtet. Je ne dois pas être le seul, je suppose. Encore un mot rapidement. Alors, Engie a investi dans Sigfox, mais vous venez également de passer un accord important avec Samsung. Concrètement, ça consiste en quoi ? Alors concrètement, ils sont rentrés au capital sur un montant que je ne commenterai pas ici. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'on envisage des partenariats, notamment sur leur plateforme de communication IoT, M2M Oui, parce IoT. que Samsung s'apprête à lancer un énorme concept d'objets connectés à la maison, et ils envisagent de connecter 200 millions d'objets, c'est ça ? Oui. Avec votre solution. Alors, pas obligatoirement uniquement avec notre solution, mais pour une grande part avec notre solution. Oui. C'est génial. Absolument. Là, on peut faire cocorico, quoi. Oui, on peut. C'est sans doute pas d'ailleurs la dernière histoire de ce type. Il y en aura d'autres. Tant mieux. Ouais. Et alors, on peut déjà trouver des objets qui fonctionnent sous Sigfox, ou il va falloir attendre encore quelques mois ? Oui, il faut, pour toute technologie, pour toute nouvelle révolution, entre guillemets, ou évolution, il faut un certain temps. Ça se fait pas en 6 mois. Mais on a déjà, quelques millions d'objets, ou bien déjà sur le réseau, ou qui vont bientôt être sur le réseau, qui sont donc en gestation dans les tuyaux, comme on dit. Oui, nous avons testé la gestion, la communication par Sigfox d'objets connectés que nous avons dans des immeubles tertiaires, et ça marche. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Et puis merci à Christophe Fourtet aussi d'avoir été avec nous. On revient dans un instant, Jérôme. Je sais que tu adores les drones. Tu en craches quelques-uns l'été à la plage. Et bien là maintenant, vous allez voir que bientôt, il ne les crachera plus. Voilà, toujours depuis le village pour découvrir l'innovation à la française. Et on poursuit avec maintenant les drones. Oui, Jérôme. Les drones avec un système français encore, assez étonnant, qui devrait en principe, si j'ai bien compris, régler un problème qui se pose aujourd'hui avec les drones. C'est que les drones, ils se cognent partout. Ouais. Et enfin, si on ne fait pas attention. Et donc là, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Alors, deux invités pour en parler. Deux invités. Stéphane Racca de l'école 42. Stéphane, le micro, ça marche mieux. Oui. Bonjour. Bonjour. Étudiant à l'école 42. Exactement. Et vous avez développé donc cette solution de système anti-collision. On va en parler dans un instant. Et nous avons aussi avec nous Ludovic Parizeau d'Engie. Bonjour Ludovic. Pardon, bonjour. Donc merci de nous recevoir. Alors vous, au-delà de ça, vous vous occupez de plein d'appels à projets chez Engie, et entre autres, donc celui-ci qui s'est déroulé il y a quelques temps de cela, c'était Hack the Drone. Vous avez fait un hackathon sur les drones, et c'était d'ailleurs le premier hackathon sur les drones, je crois. Tout à fait, c'était une première. Ça s'est fait le dernier week-end d'avril, et c'était pour nous une autre forme d'appel à projet en fait. On était plutôt habituellement sur des appels à projet de type appel au public sur notre plateforme d'Open Innovation, openinnov-ng.com. Je fais un peu de pub en même temps. Et là, on a voulu faire une rupture sur le modèle en allant sur un hackathon pour mobiliser toute une population plutôt ciblée de geeks, d'ingénieurs, pour nous proposer des modèles de rupture sur les problématiques des drones. Voilà. À quoi vont vous servir les drones chez Engie ?
Alors Pas forcément qu'à survoler les centrales nucléaires. Non. Disons qu'on essaie plutôt de contourner cette problématique. Les drones, pour nous, on a deux applications. Aujourd'hui, on a une application métier, très clairement. Les métiers, nos techniciens sont en train d'évoluer fortement, donc ils utilisent de plus en plus de drones en indoor et en outdoor, avec des contraintes bien évidemment difficiles, notamment par rapport à la législation, mais on travaille avec. Donc quoi, pour intervenir sur des sites, pour des réparations, des choses comme ça? Oui, voilà, c'est ça, intervenir sur des sites, aller faire des contrôles techniques sur des cheminées de refroidissement sur des grands process. Donc ça, c'est l'aspect métier. Et puis il y a un aspect client. Nos clients nous challengent de plus en plus en nous disant, en voulant des nouvelles approches, des nouvelles technologies. Donc nous-mêmes, nous nous forçons, puisqu'on n'est plus dans une logique client-fournisseur, mais plutôt dans une logique partenaire. Et on développe l'innovation avec nos clients autour des drones pour répondre à leurs nouveaux besoins. Voilà. Super. Ouais. Alors Stéphane, vous avez participé à ce hackathon à l'école 42 qu'on connaît bien, à 0net TV. Et donc, votre challenge est de développer un petit boîtier magique. En fait, Expliquez-nous. Alors, viens dans le micro. Pardon. Voilà. Un système, en fait, on devait développer un système anti-collision, tout bêtement. Empêcher les drones de se cogner, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça n'existe pas aujourd'hui. Faut croire que non. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de piloter un drone. Et puis bon, on a parfois quand il est un peu loin, on n'arrive pas bien à anticiper les obstacles qu'il y a tout autour. Bien sûr, alors il y a beaucoup de systèmes. Par exemple, le First Person View qui permet justement de voir ce que le drone voit. Oui. Tout ça, c'est très bien. Mais par contre, ça n'empêche pas de toute façon l'erreur humaine. En fait, oui. nous, ce qu'on a Faut des essayé de réflexes créer, pour éviter c'est les arbres. empêcher l'erreur humaine. C'est-à-dire aller au-delà de ce que l'humain peut faire en bloquant complètement ses activités dès qu'il est en train de mettre en danger la vie du drone ou la vie de quelqu'un. Voilà. Alors comment ça marche? Comment vous avez développé ça? Alors concrètement, nous, on s'est basé pour le concours sur un système de sonar. De sonar? Oui, de sonar. D'accord. Voilà. Donc tout bêtement, on envoie une impulsion. Elle dure 2 microsecondes. 10 microsecondes, pardon. Et elle rebondit. Elle rebondit exactement. Grâce à ça, on connaît la distance de l'objet. Grâce à la distance de l'objet et à sa vitesse d'approche, on adapte ce que va faire notre drone. Donc là, par exemple, s'il arrive face à un arbre, il se dévie. Exactement. C'est ça? Exactement. Même mieux, en fait, on s'adapte à la vitesse de l'objet. C'est-à-dire que si un autre drone arrive face à lui, il va l'éviter par rapport à sa trajectoire d'arrivée. C'est un peu comme un oiseau, quoi. Exactement. C'est génial. C'est un peu comme Star Wars. C'est un peu comme voilà, C'est ce qu'on ou Star Wars. On peut l'assimiler à ça. Enfin voilà, ce qu'on essaie de faire de toute façon, c'est rendre vraiment le quadricoptère drone, quoi. Oui, ou comme une chauve-souris, bien sûr, qui elle qui voit rien. Enfin, une chauve-souris, ça utilise aveugle, je exactement crois. le même Qui va principe. utiliser Elle a ses même le ondes même et qui va se concept. diriger. Oui. Alors, l'idée, c'est que là, maintenant, vous avez un prototype qui fonctionne. Oui. En fait, le prototype qu'on a montré concrètement pendant le hackathon, on n'a pas pu le mettre sur un drone parce que Parrot nous a empêché un petit peu de le modifier. Maintenant, c'est adaptable sur n'importe quel drone, à partir du moment où on peut utiliser ses commandes. Mais vous l'avez testé quand même ou pour l'instant c'est juste Alors un moi, je l'ai concept? testé sur un robot personnel Ouais. que j'ai fait moi-même. Sur un robot, donc oui, sur un c'est-à-dire petit robot. qui se déplace. Exactement, qui se mais déplace pas qui tout seul. vole. Ah non, qui ne vole pas, mais c'est exactement le même principe. Mhm. Oui, Tant c'est qu'on a génial parce accès, qu'on parlait des drones qui volent, mais ça peut aussi avoir du sens pour n'importe quel objet qui a un contrôleur. qui roulent, par exemple. ouais. Voilà. Donc à partir du moment où on vole, c'est un contrôleur de vol. À partir du moment où on roule, c'est un microcontrôleur basique. Il y a Nous, déjà ça dans les voitures ou pas? Alors- Quand on sait qu'il y a des voitures qui ont des systèmes anti-collision, Oui. maintenant, c'est à peu près le même concept? Oui, je dirais que c'est aussi les mêmes principes que dans l'industrie. Vous savez, il y a des véhicules autonomes dans l'industrie qui permettent de se déplacer dans les usines sans provoquer de collision. Mhm. On va dire que c'est un peu ce système-là. Voilà. Ce qu'on voudrait faire à la fin, c'est un mix entre de la géolocalisation, c'est-à-dire du GPS, et de la sensibilité radar grâce à un sonar. Mais alors votre système permet d'éviter les obstacles, Exactement. mais c'est pas lui qui va décider, par exemple, s'il y a un autre drone qui arrive en face, est-ce que je dois aller à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Ah si. Puisque nous, on a collé nos sensors au contrôleur de vol. En gros, c'est pas l'humain qui décide dans une situation de danger. Dans ce cas-là, tac, le drone fait une embardée. Exactement. C'est-à-dire qu'on a beau mettre le throttle au maximum pour que le drone aille en haut, si c'est pas ce qu'il a décidé de faire parce que c'est pas ce qu'il trouve optimal, il ne le fera pas. D'accord. Tout simplement. Et alors, donc, vous parliez de Parrot. Parrot était présent à Axodrone, Ludovic. C'est un de nos partenaires. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient ça? Ça doit les intéresser, non? Ils sont super intéressés parce qu'en fait, quand vous achetez un drone, même à titre privé, pour jouer à la maison, la première chose qu'on vous fournit, c'est les hélices de rechange. Ouais, ouais. Et puis souvent, ils se terminent sur le toit ou dans un arbre, etc. C'est compliqué. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'éviter la casse un maximum. Et bien sûr, ça les intéresse beaucoup. On travaille également sur ce projet avec l'armée de l'air, qui était également un des grands partenaires, et le secrétariat général de la Défense et Sécurité nationale, qui était aussi un des partenaires du hackathon. Et on travaille de la main dans la main sur ces projets parce qu'eux aussi, ça les intéresse pour plein d'applications au niveau militaire. Donc une hybridation, on est un peu à l'ère de l'aviation au début du XXe siècle, quand les militaires et les civils mélangeaient la technologie pour travailler et créer des nouveaux modes de... Mais Ludovic, les de militaires vie. ont déjà ça, forcément, non?
ils ont déjà des systèmes anti-collision très évolués. Pas sur des drones, pas sur des drones. Pas sur des drones? Non. Même les drones militaires? Non, Stéphane, c'est pas Ils possible, ont, j'ose pas y alors, croire. Aujourd'hui, il y a de l'anticollision qui existe. Moi, je peux pas rentrer trop dans le. Il y a des Oui, mais aspects qui doivent être. confidentiels, mais, voilà, ce qui est mais une autre il y a des technologie. systèmes qui existent, mais qui sont à destination militaire pure. Nous, ce qu'on veut, c'est développer Quelque chose de grand public. Grand public. Et ça pourrait arriver quand dans le grand public, ça? Ben, on va vite. Je vous l'ai dit, on est dans un mode de rupture. Donc, on s'est fixé un time to market de 6 à 9 mois. Donc là, l'équipe de l'école 42 qui bosse sur le projet, ils ont fait un premier proto. Là, on est en train de stabiliser avec eux pour emmener sur un prototype pré-industrialisation. Et une fois que c'est clair, derrière, nous, on va certainement investir et les accompagner pour stabiliser une technologie pour le commerce. Comme je vous l'ai dit, notre but objectif, c'est pas de vendre de l'anticollision pure, c'est d'apporter un complément, sachant que l'anticollision, derrière, c'est environné pour nous par 4 autres équipes qui sont en train de bosser, 4 autres équipes gagnantes, le metering, le testing, la neutralisation. Vous parliez des centrales nucléaires, on travaille également sur la neutralisation des drones qui vont survoler des zones critiques. C'est-à-dire que là, quoi, il y a des comment ça fonctionne? Comment vous pouvez neutraliser les drones qui passent au-dessus d'un lieu sensible? Le SGDSN avait lancé. Vous envoyez des missiles? Non, quand même pas. Non, il faut regarder où ça tombe après, c'est ça le voilà, problème. c'est ça le problème. Donc il y a différentes pistes aujourd'hui qui sont envisagées par le SGDSN, le Secrétariat Général Défense Sécurité Nationale. Ils avaient lancé un appel à projet. Et, on peut imaginer quoi? Des brouilleurs? Des brouilleurs, craquer le code pour prendre le contrôle du drone, le détruire, mais après c'est dangereux par rapport à la zone exposée. Il faut qu'il retombe. Il y a des gens qui imaginaient des filets, ou des jets d'eau également pour déstabiliser le drone. Mais il y a toujours le problème du risque à autrui, le risque de créer des difficultés pour des personnes au sol. Donc la solution sur laquelle on travaille, c'est vraiment une prise de contrôle et puis l'asservissement, voire on est en train de travailler sur l'identification du pilote du drone pour aller le localiser pour que les forces de police puissent intervenir. Donc voilà, ça fait partie des choses. Et c'est pour ça que l'armée de l'air travaille avec nous, c'est pour ça que le SGDSN travaille avec nous, parce que nous, on a un besoin qui est de protéger un site, et eux, ils veulent aller plus loin, c'est intercepter. Donc c'est là où l'hybridation intervient entre le juridique et le besoin métier. Voilà. Alors ça, c'est un des appels à projets parmi tant d'autres. Juste, il y en a combien? Vous en avez combien de listés là en ce moment? En fait, aujourd'hui, on en a une douzaine en cours. On en a encore 3 ou 4 qui vont démarrer bientôt. D'accord. Le premier, c'était assez sympa, c'est qu'on l'a démarré en hybridation avec une collectivité, c'était à Lille, et c'était pour la rénovation du quartier Saint-Sauveur. Et donc là, on a mobilisé une vingtaine de startups lilloises. On a créé un appel à projet, ils sont venus sur ce qu'on appelle un Innovation Day, ils sont venus présenter leur technologie, ce qui fait que derrière, le Grand Lille a pu imaginer des solutions avec les startups locales, donc pour dynamiser le tissu économique local, pour rénover son quartier. Voilà. Et au final, on a 3-4 startups qui ont été embarquées dans l'aventure par l'entreprise qui va rénover le quartier. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic. Merci beaucoup, Ludovic Parizeau, Stéphane Racca, inventeur du système anti-collision pour les drones. Ça donne envie, hein, le super. drone là, Ça anti-collision. donne enfin envie de s'acheter un drone. Voilà, c'est ça. Bon, après, Il faut que ce soit implémenté sur les drones quand même. Hein. Après, le business des pièces détachées va baisser. Parce que c'est vrai. si les Vous plus en risquez panne, d'avoir Le milieu à trouver. Et voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Programmé, c'est ça. Il y a plein de choses passionnantes concernant l'innovation à la française. Hein. C'est que 2 petits exemples qu'on vous a montrés. bien sûr. Et il y en a beaucoup d'autres. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à Florian Beaufreton qui a réalisé ce 01 Live ici à la semaine de l'innovation au Village à Paris. Et on se retrouve très vite sur 01net TV. Merci de nous suivre. À très vite. Salut à tous. Merci.